Nous avons avec nous en ligne Robert T. Burrow. Il est doctorant à l'Université du Nouveau-Brunswick et il a mené une étude pour l'Institut de recherche en politique publique relativement aux relations donc entre les Autochtones et les provinces. Euh, Robert T. Burrow, bonjour, bienvenue à CEPAM Radio. Bonjour, merci. Est-ce que vous passez de belles vacances? J'imagine, ouais, que vous Oh, êtes un peu en vacances, mais aussi à travailler en même temps? ouais, c'est ça. Donc, on continue avec les recherches. Les recherches ne s'arrêtent jamais, malheureusement. Mais c'est le temps de vraiment d'être un petit peu plus tranquille que normalement. Ben, naturellement, le monde vit de recherche, n'est-ce pas? Il faut chercher pour trouver les solutions aux problèmes qui sont constamment posés dans notre société, hein. C'est tant mieux, pas vrai? C'est exactement le cas. Bon, alors, parlez-nous de cette nouvelle étude à laquelle vous avez participé. Vous êtes doctorant à l'Université du Nouveau-Brunswick et vous avez participé à cette étude. Quel était le besoin de mener une étude pour nous parler du bienfait potentiel lorsqu'il y a de bonnes relations entre les groupes autochtones et les provinces? Expliquez-nous le besoin de mener une telle étude. Moi, je vais juste commencer au début de ce projet. Donc, c'est une étude qui a duré presque un an. Donc, c'est un an d'études. Faut discuter avec des gens, il faut parler. Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin et tout ça? Mais au début, on s'est dit, moi avec mes collègues, on s'est dit, bon, souvent, et moi je dirais bien normalement, lorsqu'on parle de relations autochtones, on parle de deux entités ou deux groupes même. On a d'un côté, on a le Canada, qui est un partie prenante homologue, on peut dire. Et de l'autre côté, on a les peuples des groupes autochtones, aussi Et homologues. ça, c'est des groupes quelquefois très divisés, très éparses, avec des intérêts divergents les uns des autres. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a dit entre nous. On s'est dit, bien, c'est pas suffisamment pour nous de faire une étude qui porte sur juste les relations d'une idée telle que le Canada et puis des peuples autochtones homologues. Donc, on s'est dit, bon, ben, la réalité est que le Canada contient, si on juste parle des provinces, on ne parle pas des territoires, mais juste des provinces, on parle vraiment d'11 gouvernements, juste du côté du Canada. Et du côté des peuples autochtones, on a des centaines de gouvernements, des nations souveraines, etc. Donc, dans notre étude, on s'est concentré vraiment sur deux exemples. Donc, l'exemple en Colombie-Britannique, puis l'exemple au Nouveau-Brunswick, parce que c'est deux cas différents, on peut en parler plus tard. Mais juste pour vous donner pourquoi c'est difficile d'avoir cette mentalité de, OK, d'un côté, on a le Canada, un groupe, de l'autre côté, des peuples autochtones, un autre groupe. Au Nouveau-Brunswick, on a un gouvernement provincial et puis on a deux nations reconnues par le Canada. En Colombie-Britannique, on a un gouvernement provincial et on a presque 200 Premières Nations. Ah oui, Donc, ces deux cas assez différents, on ne peut pas penser, même au Nouveau-Brunswick, où il y a peut-être trois, quatre parties prenantes autour de la table, qu'il n'y a que deux. Et on ne compte même pas le gouvernement fédéral dans ces deux cas-là, pas encore. Et si on va plus profondément, euh, lorsqu'on pense aux interactions entre l'État, bien, et les Premières Nations et les peuples autochtones, souvent, ce sont des interactions entre un gouvernement provincial et une Première Nation. Par exemple, dans le domaine de santé, domaine d'éducation, ce sont des compétences, des ressources naturelles, par exemple, ce sont des compétences provinciales. Et donc, on ne peut pas penser juste que c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe
des enjeux par rapport au peuple autochtone. Donc, c'est ça à la base de notre étude. Est-ce qu'on n'a pas pris en considération du fait aussi que les groupes autochtones dépendent en quelque sorte, de par la loi, sur les Indiens, entre autres, du gouvernement fédéral. Donc, avoir à discuter d'égal à égal de celui dont dépend la survie de ces groupes-là, c'est au départ un peu bancal. C'est ce qu'on peut dire. Donc, dans la Constitution, c'est ça qui est un peu, on peut dire que c'est un peu compliqué parce que si on regarde la Constitution est claire, c'est la compétence du gouvernement fédéral. Par rapport dans le texte, c'est les Indiens puis les territoires des Indiens, qui est un langage qui n'est pas au courant, Mhm. on peut dire. Euh, mais la réalité, c'est pas le cas. Normalement, c'est le gouvernement fédéral qui paye, mais parce que les peuples autochtones sont aussi en même temps qui font partie des nations souveraines, ils font partie aussi d'une province, d'une population provinciale. Donc, les services publics qu'ils utilisent, c'est c'est ça le, c'est ça la complexité de cette question de réconciliation. Parce qu'en même temps, ils sont des nations souveraines, oui. Et au Québec, je sais que ça ajoute une autre Une nuance. autre couche, un autre niveau de difficulté. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le Nouveau-Brunswick puis la Colombie-Britannique, parce qu'il y a pas encore cette nuance dans ces deux provinces. Et maintenant, quand on fait de telles considérations, j'imagine qu'on voit plusieurs ou qu'on trouve plusieurs avantages à obtenir des accords de la part de partis qui s'entendent au départ pour qu'il y ait de ces accords qui profitent autant à une partie qu'à l'autre partie, plutôt que d'obtenir des résultats par des jugements qui prennent énormément de temps, mais qui finissent toujours d'un autre côté, presque toujours en faveur des peuples autochtones, reconnaissant les droits de ces Premières Nations-là. Sauf que ça prend énormément de temps. Et ça prend énormément d'argent aussi. Et ça crée d'instabilité partout dans la province. Donc, si aujourd'hui, en départ, on passe devant la cour, ça peut prendre jusqu'à 10 ans Ouais. en attendant les résultats. Donc, pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous avez dit quelque chose hyper important selon nous. Donc, l'autre, c'est cette idée d'accord, égal, égal, qui s'entend bien qui est de l'autre côté de la table. Au Nouveau-Brunswick, nous avons, en tant que nous, les Néo-Brunswickois, mais surtout le gouvernement du Nouveau-Brunswick, a des obligations par rapport au traité de la paix et de l'amitié qui gouverne cette partie du pays. Donc, sur l'île de Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, nous avons ces traités que la couronne a signés il y a 200 ans avec des nations Wabanaki de la Mhm. région. Ces traités existent toujours, c'est un fait. Et ces traités n'ont jamais cédé ni le titre au territoire, ni le territoire, et bien sûr les droits au territoire. Voici le fait. Le fait reconnu par le gouvernement fédéral, reconnu par les nations Wabanaki du coin. Sauf le gouvernement provincial s'est dit, c'est un peu un problème pour nous si la terre n'appartient pas à nous, Ouais. si on n'a pas accès unilatéral aux ressources naturelles, parce qu'on a créé une économie politique qui dépend sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, eux, d'une manière ou d'une autre, ils rejettent les traités. Donc, si à la base, on ne s'entend pas sur la réalité, on a des problèmes. En Colombie-Britannique, c'est un autre cas parce qu'il n'y a pas de traité là-bas. Pour la plupart du territoire, il n'y a pas de traité. Donc, c'est vraiment cette question, OK, déjà,
passer devant les tribunaux. Ça n'a pas marché pour la province. Maintenant, on commence à négocier, mais ça va prendre du temps, bien sûr. Ouais. Parce qu'après 200 ans du colonialisme, ça prend un petit peu de temps juste pour tout reconstruire notre système du gouvernement. Donc, Ce dossier, Robert Burrow, est vraiment extrêmement intéressant dans la mesure où quelquefois on se pose la question, qui est de bonne foi des deux parties dans les négociations, qui est de mauvaise foi? Cependant, on sait que ces autochtones ne forment pas le peuple le plus important, important dans le sens du nombre. Et ce sont des peuples, on va parler ainsi, n'est-ce pas, qui ont connu une chute du point de vue de leur nombre vraiment exponentielle. À vouloir négocier sur le long terme, est-ce qu'on n'espère pas la disparition de ces peuples-là ou alors comment l'effritement des besoins, etc., et qu'on puisse arriver à obtenir ce qu'on veut par la bande, ce qu'on dit par la bande, c'est-à-dire en offrant un peu n'importe quoi à ces peuples qui ont des contrats et vraiment très solides, leur reconnaissant la paternité, en tout cas la propriété des territoires, la plupart des territoires du Canada. c'est ça ce qu'on voit au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est très difficile pour le gouvernement provincial, selon notre étude, parce que pour eux, 4% de la population, dont les peuples autochtones au Nouveau-Brunswick, qui a droit, qui avait et qui ont toujours droit à 100% du territoire. Hmm, Pour notre gouvernement et pour, bien, je peux dire, pour une bonne partie du Nouveau-Brunswick, c'est très difficile de vraiment accepter cette réalité. Parce qu'on ne les voit pas, on est confiné dans les petits coins des réserves. euh, mais c'est ça la réconciliation. C'est ça qu'on doit travailler là-dessus. Euh, comme vous avez bien dit, hein, sinon on fait n'importe quoi, on fait ce qu'on veut partout. Et c'est ce qu'on a fait au Nouveau-Brunswick depuis 200 ans. Et maintenant, sinon, il faut payer. Donc, bien sûr, maintenant au Nouveau-Brunswick, une des deux Premières Nations a lancé un dossier devant le tribunal pour dire, ben, ce territoire appartient à nous. Le gouvernement a bien volé le territoire qui est écrit dans la loi du Nouveau-Brunswick, 1844. Ils ont légalisé le vol de la terre autochtone. ouais, Et puis, le gouvernement a vendu euh, aux compagnies industrielles, etc., etc. Et donc maintenant, la nation a dit, bon ben, voici le temps de réconciliation, voici notre renaissance par rapport à notre souveraineté. Ce territoire appartient à nous, donc vous pouvez payer pour tous les profits depuis 200 ans. Et puis, si ces compagnies industrielles veulent continuer à exploiter la terre, pas de souci, parce que c'est l'économie politique du Nouveau-Brunswick. OK, ils sont là, ils sont bien installés là-bas, et on est ici aussi. On peut partager des profits. On peut négocier, OK, cette partie de la forêt, c'est vraiment important pour nous par rapport à nos cérémonies pour la chasse, etc. Donc, on travaille cette autre partie de la forêt. Donc, voici le cas au Nouveau-Brunswick. Et ça peut être hyper, hyper cher pour la province. ouais, Et en revanche, qu'est-ce que la province a dit? Pas de souci, on va devant les tribunaux. Et ouais, ça peut en coûter des espérant milliards, des encore, milliards, en en, espérant que le tribunal va dire, ah ben non, ça coûte trop cher pour la province, ça va détruire la province et tout ça. Mais, comme vous avez dit, les traités, les accords, les contrats sont solides, hmm, solides avec la couronne. parce que c'est une position
qui peut être excessive d'une certaine manière, compte tenu que ça risque de coûter cher si on remonte depuis les années de ces traités-là. Mais par contre, on aurait pu avoir une autre position des peuples autochtones en disant là, voilà, les accords qui ont été signés, les terres nous appartiennent, allez-vous-en, nous voulons récupérer nos terres. Et Mhm. ça serait autrement plus difficile à résoudre d'une certaine manière. Oui, parce qu'il faut négocier. Et la négociation est toujours difficile parce que c'est compliqué. C'est compliqué de reconstruire notre système de gouvernement quand c'est habitué depuis 200 ans. Mais c'est ça le travail. Si on est, d'une manière, si un gouvernement dit on n'a aucun intérêt, la réconciliation n'a rien à voir avec nous. OK, c'est une position, on va tout le temps devant les tribunaux. Pas de souci. Mais il y a un moment où les tribunaux, et les tribunaux ont déjà dit, hein, ils sont déjà dit, les tribunaux vont dire, non, non, on ne peut pas toujours s'en aller devant les tribunaux. Il faut négocier, il faut parler parce que nous sommes des partenaires en traité. Et c'est ça le cas euh, qui pour nous, selon notre étude, c'est très difficile à voir comment, d'un côté, le gouvernement dit dans l'Assemblée législative, dans le public, nous sommes le parti de la réconciliation, le Mhm. parti politique de la réconciliation. De l'autre côté, On mais fait non, autre chose. ils font autre chose. Mm. Et au moins dans les autres parties du pays, on a le gouvernement qui dit on ne veut pas la réconciliation et ils font exactement la même chose. OK, ils Ça, s'entendent bien au moins, les, a les deux. l'avantage d'être clair. Cela dit, par rapport à tout ce qui a été pratiqué contre les peuples autochtones, entre autres, on a vu ces dernières années des situations qui révèlent sans embâche qu'on a voulu au gouvernement fédéral et dans la plupart des provinces faire en sorte d'assimiler totalement ce peuple. Est-ce que, évidemment, c'est peut-être quelque chose qui est loin de cette étude-là, mais est-ce qu'on peut penser que le but inavoué derrière tout ça, c'était de régler ces accords-là, n'est-ce pas, qui aujourd'hui risquent de coûter très cher aux Blancs qui occupent le territoire et qui exploitent le territoire des Premières Nations. Ben, c'était toujours le but du Canada d'assimiler ces peuples autochtones. Est-ce que c'est toujours la politique et la volonté des Canadiens? On ne sait pas. On ne sait pas encore, mais c'était très clair selon et le travail qu'on a fait avec la Commission sur la vérité et la réconciliation pendant les années 2010 que cette mentalité d'assimilation, d'assimiler ces gens-là et pourquoi ils vivent là-bas, pourquoi ils ne veulent pas être Canadiens, pourquoi ils ne veulent pas, on dépense autant d'argent sur eux, etc., etc., etc. Mais non, oui, ils sont comme nous, on est résidents de ce pays, mais ils ont eux autres aussi leur propre nation dans le Canada. C'est ça, comme lorsqu'on pense au Québec, c'est difficile. Ça ajoute un autre niveau de complexité, mais c'est fascinant en tant que chercheur parce que cette idée de souveraineté québécoise, le Québec, et voici c'est le controverse, le Québec, tandis il y a ces nations autochtones, le Québec ne pourrait jamais être souverain à soi. Hmm. Ça va être, même si le Québec se sépare du Canada, il leur reste toujours ces nations à qui ce territoire appartient. Le Hmm. territoire dit québécois Mhm. appartient pas à eux, Hmm. qui est fascinant en tant que cette question de indépendance, souveraineté québécoise, etc. Parce que normalement, on parle de, OK, ça veut dire quoi les lois canadiennes, les lois provinciales par rapport à l'indépendance? Mais on ne pense jamais, OK, qu'est-ce que disent les lois autochtones par rapport à l'indépendance québécoise?
Et ça, nous allons le voir. Mais maintenant, que dit ce rapport-là lorsqu'on regarde les possibilités qu'on a déjà exploitées de négociations entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations, et maintenant des possibilités de négocier vraiment au prime abord, de mener des négociations de proximité lorsqu'on parle du gouvernement provincial et des peuples autochtones sur un même territoire sans intermédiaire. Et si on a vu des avantages avec le Nouveau-Brunswick, mais comme vous l'avez dit, des problèmes se posent ailleurs pour ceux qui ne reconnaissent pas du tout, par exemple au Québec, on parle de territoires appartenant au peuple des Premières Nations. Montréal appartiendrait, il n'aurait jamais été cédé aux Québécois. Et ça, là, on ne le dit pas haut et fort parce que ça créerait la catastrophe, la débandade pour le Québec, surtout une province qui a des velléités d'indépendance. C'est pour ça qu'on propose dans cette étude une approche diplomatique entre les provinces et les Premières Nations. Si on les voit comme une nation souveraine, et nous, en tant que province, on est une province, on est une entité canadienne, mais on est une entité souveraine de notre compétence, selon nos compétences. Si on les voit égal à égal, deux entités quasi souveraines, ça, on peut avoir des négociations. Si on les voit, et moi je dis on comme si je suis la province, si on les voit en tant qu'une municipalité ou ces peuples dans le coin ou je ne sais pas quoi, on n'aurait jamais ces négociations. On n'arrivera jamais à un accord qui peut résoudre au moins ou essayer de résoudre tous ces problèmes. Et c'est ça le but, l'objectif de notre étude, c'est vraiment d'essayer d'introduire cette idée au sein des provinces, des fonctions publiques provinciales. Qu'est-ce que vous avez des compétences à l'intérieur de la fonction publique pour avoir des conversations diplomatiques? D'une manière, oui, au Québec surtout, nous avons des agents généraux ailleurs, à Outre-mer. Et nous avons des ministères des affaires intergouvernementales dans chacun de nos provinces. Donc, nous avons, d'une manière, ces genres de compétences. Mais on ne traite pas la question des relations autochtones avec cette même mentalité. Mhm. On n'utilise jamais nos compétences diplomatiques au niveau de province pour régler ces solutions. Mais est-ce qu'on peut employer le jargon diplomatique pour trouver une solution à un problème très concret? Le Québec qui a toujours, même si ce n'est pas le cas avec l'actuel gouvernement, mais toujours des velléités de se détacher du reste du Canada. Mais quand vous avez des autochtones qui prétendent être, en vertu de contrats, et qui ne prétendent pas seulement, mais qui ont des contrats pour le prouver et signés par tout le monde, n'est-ce pas, qui disent être les propriétaires du fonds servant, n'est-ce pas, du fonds sur lequel on vit, c'est-à-dire la terre québécoise. Et ce problème, c'est un problème encore beaucoup plus grave, mais que de dire qu'il y a des peuples indépendants sur le territoire québécois, ça pourrait vouloir dire et laisser ouverte la possibilité que d'autres partitions aient lieu. Par exemple, Montréal pourrait vouloir se détacher du reste du Québec si jamais le Québec devenait un pays indépendant. C'est ça à la base, un des grands problèmes par rapport à l'indépendance québécoise. Parce qu'il y a toujours, si le territoire n'appartient pas à nous autres en tant que des colons, en tant que des Québécois, on n'arrive jamais à une souveraineté québécoise. Si j'utilise l'exemple de Nouveau-Brunswick, si on parle aux Premières Nations, si on lit ce qu'ils ont décrit dans les dossiers devant le tribunal, ils n'ont jamais dit on veut que vous quittiez. On accepte, on est tous ensemble ici.
Et selon nous, au Nouveau-Brunswick, les traités avaient toujours dit, on vit ensemble, côte à côté. Vous respectez nos lois, on respecte vos lois. Nos cultures sont garanties, nos langues sont garanties. On vit dans une paix et avec l'amitié. Donc, sous un angle diplomatique, pour faire la réconciliation, en sorte d'une réalité, il faut accepter qu'on est égaux. C'est-à-dire que même si on ne quitte pas le territoire, il faut respecter que, OK, chaque fois qu'on veut proposer ou déposer un projet de loi, est-ce qu'on a fait vraiment une analyse sur l'impact sur les droits ou sur la culture autochtone? Et pas défini, et si on dit une analyse et les impacts, ce n'est pas nous qui définissons l'analyse ni impact. C'est eux autres, parce que c'est eux autres qui ont leur propre culture et leur connaissance autochtone. Maintenant, pour le Québec également, est-ce qu'il ne s'oppose pas à un autre niveau de difficulté, étant donné que pour faire la réconciliation, moi, je ne me réconcilierai pas avec Robert T. Thoreau, mesdames, messieurs, si jamais Robert ne reconnaît pas qu'il m'a fait du tort, qu'il m'a exploité pendant plusieurs et plusieurs années, et que, au-delà de la reconnaissance, qu'il y ait réparation. Parce qu'au-delà du fait qu'on occupe la terre appartenant aux Premières Nations, mais il y a tous ces abus étalés sur plusieurs années et qui donnent des résultats concrets. Un peuple qui est vraiment qui connaît, qui a connu encore beaucoup de difficultés, qui connaissent encore énormément de difficultés aujourd'hui, donc par la faute des colons. Et si nous sommes les descendants des colons, mais il faut reconnaître à la place de ces colons de l'époque, n'est-ce pas, le tort qui a été fait et la réparation. Donc, en plus de payer pour occuper le territoire, il faut payer pour réparer le tort qui a été fait. Et c'est ça, donc l'exemple du Nouveau-Brunswick peut être un exemple pour le Québec aussi. Parce que si on va devant les tribunaux, on a aucune garantie par rapport aux frais. Mais en négociant, on peut dire, OK, voici, on sait bien que les réparations ne seront jamais assez. On sait très bien. Mais au moins, on peut avoir un effort. On peut payer pour l'exploitation de la terre et tout ça. Et ça va coûter moins cher que soit d'ignorer le problème, soit éviter le problème, ou soit s'en aller devant les tribunaux. Mais vous l'avez bien dit, c'est cette reconnaissance. Donc, j'utilise un autre exemple au Québec. Euh, Nous avons une loi fédérale concernant les enfants et les familles des Premières Nations, des Inuits, des Métis. C'était le projet de loi C-92, si je ne me rappelle pas. Si je me rappelle. Euh, et cette loi fédérale affirme le droit inhérent des nations autochtones par rapport au bien-être des familles et des enfants autochtones. Donc, c'est un droit à eux que nous avons pris à nous quand on a créé notre Constitution. Le Québec a mené le rejet et la constatation quant à la loi. Et le Québec rejette la réalité dans laquelle une loi autochtone peut avoir la primauté par rapport aux lois provinciales. C'est ça à la base. Même si on sait bien que dans notre Constitution, toutes les lois autochtones, il n'y en a pas beaucoup écrites, mais il y en a. Toutes les lois autochtones sont des lois constitutionnelles. Donc déjà, toutes les lois constitutionnelles ont la primauté par rapport aux lois provinciales. Donc voici, on voit, juste en pratiquant cette relation, on voit déjà le rejet de la part du Québec par rapport à la souveraineté des Premières Nations. C'est compliqué, c'est compliqué.
Et ça va coûter, ça va coûter. Déjà, au Nouveau-Brunswick, nous avons une loi, c'est la première loi autochtone des maritimes, de la région maritime, par rapport aux familles et des enfants autochtones. Si on, coûte, si on fait le calcul, ça va coûter pour le gouvernement fédéral pour que la Première Nation s'en occupe. Et naturellement, cette étude favorise une entente d'abord entre les provinces et les Premières Nations, parce que ça risque de coûter encore plus cher, à moins qu'on recommence comme dans les années 1500, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'exploitation du plus grand nombre des peuples autochtones. Et puis, bon, on terminera avec l'extermination accélérée qui a débuté dans ces années-là. Et puis, voilà, le problème est terminé, mais sauf que la conscience internationale est telle que, parce qu'il y a l'international qui nous regarde, il y a l'œil toujours de la communauté internationale qui dissuade un peu de temps en temps le Canada à agir comme il voudrait, et certainement les provinces, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, cette étude favorise qu'il y ait une réconciliation, mais vraiment de bonne foi, autant par le groupe autochtone que par les provinces, n'est-ce pas, Robert? Il le faut une bonne fois. Donc, nous avons signé, nous, en tant que le Canada, nous avons signé la déclaration sur les droits des peuples autochtones, sur les déclarations des Nations Unies, et on les met dans la loi fédérale. Et il y a certaines provinces, dont le Nouveau-Brunswick, qui ont rejeté cette avance de la part du gouvernement fédéral, mais on ne peut pas dire qu'on est un gouvernement de la réconciliation si de l'autre côté, on dit on ne reconnaît pas les droits fondamentaux. Hmm, Ça, à mon avis, à notre avis, en tant que des auteurs, en tant que des chercheurs, selon notre étude, voici n'est pas la bonne foi. voilà. Et il faut commencer avec la bonne foi, il faut commencer avec cette reconnaissance parce que on croit que les provinces, souvent on voit les provinces qui disent, bon, voici les compétences fédérales, hein. Ce n'est pas à nous de régler nos problèmes avec les Premières Nations. Sauf si les provinces peuvent régler nos problèmes d'une province à l'autre, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des contrats avec des autres provinces, c'est-à-dire qu'eux autres, ils ont des compétences à régler les problèmes internationaux, si on peut dire, entre guillemets. Certainement qu'on a les compétences aussi, la bonne foi aidant de résoudre des problèmes avec des gens qui vivent côte à côte avec nous. Quand on parle de gouvernement de proximité, qu'on reconnaisse donc le droit de ces peuples de disposer d'eux-mêmes d'abord et aussi de jouir et de bénéficier de tout ce dont on leur a pris effectivement de mauvaise foi, on peut dire, n'est-ce pas? Et de manière à ce que ces peuples puissent am- amorcer leur développement. Parce qu'il y a un développement, un retard dans le développement qui est comment, extrêmement grand, très grand retard, parce que moi je considère que la plupart de ces peuples-là vivent dans le quart-monde, alors qu'ils s'assoient sur beaucoup de richesses qui sont exploitées par d'autres, on va le dire de cette manière, n'est-ce pas? Oh, tout à fait. Et lorsqu'on parle, si on revient juste pendant un moment à cette question d'indépendance d'une province, le développement économique qui est à la base du nationalisme québécois, de cette idée de la souveraineté québécoise, pour un développement économique réel, il faut avoir de la stabilité. Donc, si on n'a pas un contexte politique stable, on ne peut pas avoir le développement économique qu'il nous faut. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le Nord avec des contrats, avec des traités, avec des accords signés dans le Nord du Québec. Non, je n'ai pas de commentaire là-dessus sur la qualité des accords, mais on a des exemples au Québec. OK, voici la stabilité pour garantir le développement économique pour le bien-être de toute la province. Nous avons déjà des blueprints partout dans le pays.
mais et le Québec était à table. Partie prenante. Oui, était une partie prenante hyper importante Hmm. par rapport aux discussions. Donc, on voit que c'est possible, mais on se demande pourquoi les provinces n'utilisent pas autant ce pouvoir, cette volonté, cette bonne foi de vraiment négocier. Donc, voici on espère que cette étude va lancer ces genres de questions au sein des fonctions publiques partout dans le province. Robert T. Burrow, qui est doctorant à l'Université du Nouveau-Brunswick, qui a mené avec d'autres confrères cette étude pour l'Institut de recherche en politique publique, une étude relative à ce rapport indispensable, rapport de bon voisinage sur les relations entre les provinces et les groupes autochtones. Je vous remercie, mon cher, d'avoir pris du temps de nous expliquer en long, en large et en travers, parce qu'il y a des travers aussi à cette relation et de nous avoir permis de comprendre un peu de ce problème extrêmement complexe que sont les relations entre les provinces et les groupes autochtones. Je vous remercie et je vous souhaite encore de passer un bel été et loin des feux, hein. Ouais, c'était un énorme plaisir de vous parler aujourd'hui et moi aussi je vous remercie et bon week-end. De plus, il fait hyper beau ici au Nouveau-Brunswick, donc j'espère que à Montréal et au Québec, il fait beau aussi, sans feu surtout. Merci beaucoup. Ciao. Merci, au revoir.